Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Ce matin, nous recevons un fabricant de charentaises historique de notre région. La maison Rivalin rivalise de savoir-faire depuis 1925. Aujourd'hui, place à la 4e génération, puisque depuis 2018, Vincent Rivalin, vous avez repris l'entreprise familiale créée par votre arrière-grand-père. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aviez carte blanche pour être entouré ce matin avec nous. Bruno Quintin, bonjour. Vous êtes Bonjour. chef d'atelier, aussi le bras droit dans l'entreprise de Vincent Rivalin. Dans un tout autre registre, Éric Perron, bonjour. Bonjour. Vous êtes skipper, fondateur de la French Touch, Oceans Club, dont vous faites partie. Vincent Rivalin, bienvenue à tous les trois. Alors, quand on s'appelle Vincent Rivalin, on a combien de charentaises du même nom dans son armoire à chaussures? Je me suis demandé ça. Ouais. Beaucoup. C'est vrai. Autant que ce qu'il y a là sur le plateau là, on ce en a matin. beaucoup. En plus, j'ai 3 enfants et on en a beaucoup de charentaises à la maison. Ouais. On en porte beaucoup. On n'a pas le temps de les user, malheureusement, qu'à chaque fois, j'en ramène d'autres et on en a beaucoup, c'est vrai. On a même le droit d'avoir sa petite paire de sabots. Aussi. Ouais. Pour le jardin. Pour sortir au jardin, c'est toujours pratique, complètement. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la première paire que vous avez eue? C'était quand? Moi, je pense que j'étais tout petit. Je pense que c'est mon papa qui avait dû me la ramener, certainement. Mais je n'ai pas de souvenir précis de la couleur et de la matière ou des motifs qu'elle pouvait avoir. Mais je pense que très tôt, dès que j'ai su marcher, je pense que j'avais des charentaises aux pieds. Il paraît qu'à la maison, ça parlait tout le temps de chaussons, Ouais, tout le temps. pantoufles. Qu'est-ce qu'il comprenait, le petit Vincent qui écoutait ça régulièrement? Qu'est-ce qu'il se disait? C'est toujours un peu les entreprises dites un peu familiales. C'est un peu il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et c'est vrai que j'avais en plus ma maman qui travaillait, mon papa, mon oncle, il y avait beaucoup de monde. Donc on parlait tout le temps de chaussons, de charentaises, de sabots. Donc à un bout d'un moment, le goût du poulet frites avait un arrière-goût de chaussons. Et est-ce qu'il était observateur, le petit Vincent qu'on voit à l'image là? Ah ouais. Bah, il était... j'avais les bonnes... Mangez bien. Les bonnes joues. Observateur, ouais, c'était... Après, j'étais pas forcément prédestiné à faire ce métier-là, mais aujourd'hui, je suis passionné de ce que je fais. Donc, Justement, vous vous êtes dit, jeune, non, jamais, je ferai ce métier-là. Pourquoi? C'est justement le fait peut-être d'entendre parler tout le temps de charentaises et de sabots. Peut-être que j'en ai été même un poil dégoûté. Donc, je voulais pas faire ça. Et la vie a fait que je me suis lancé. Justement, on vous voit à nouveau en famille. Comment on s'empare de cette histoire? Comment on vous a raconté l'histoire de la maison Rivalin? Est-ce que c'est autour d'une table de manière très consciencieuse ou c'est des petites bribes comme ça et vous avez constitué l'histoire à votre manière? Toujours entendu. Voilà, et on voit sur la photo, c'est mon arrière-grand-père, donc Émile, qui a fondé la maison. Moi, je suis à droite. Il y a mon cousin Julien qui est à gauche. Et c'était une institution. À l'époque, l'entreprise s'appelait Aux Armes de Bretagne, de 1925 jusqu'à 1987. Ouais. Et on était placé en plein cœur de Quimper. Et c'était une institution un peu. Donc tout le monde parlait un peu de cette entreprise. Il y avait jusqu'à 50, 60 personnes qui travaillaient à l'époque. Donc aujourd'hui, nous, on est une petite quinzaine. Donc on est une petite structure. Mais tout le monde savait que vous étiez le fils Rivalin là où vous habitiez? Pas forcément, non, pas forcément, mais je suis quelqu'un d'assez un peu pudique. Mais après, Quimper est une petite ville, donc les choses... Elle vous accroche cette photo, je vois bien. Ouais. J'ai 3 enfants aujourd'hui et mon aîné s'appelle Émile, donc voilà. Peut-être que ce sera peut-être la 5e génération, on sait pas. Peut-être. Et finalement, quel a été votre cheminement pour y revenir finalement à cette maison que vous avez voulu repousser à un certain moment? Moi, je suis passionné de musique, donc au départ, je voulais faire une école de musique. J'aurais rêvé être ingénieur du son. Le Eric Serra breton, c'était complètement ça que je voulais faire. Je me rappelle de ce film, Le Grand Bleu. Là, j'avais scotché sur la musique. C'est dans les années 90 qu'il est sorti, je crois. J'étais allé au cinéma avec mes parents. J'avais été complètement estomaqué par ce film, aussi bien par les images que par la musique. Et je suis passionné de musique, collectionneur de musique et de disques notamment. Et
j'aurais aimé faire ça comme métier. Et mon papa, malheureusement, a eu un cancer des cordes vocales en 2003. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas eu trop de temps pour réfléchir à savoir si je me lançais justement dans l'aventure charentaise, sabot, Rivalin, ou si on vendait l'entreprise. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est quand même dommage que la 4e génération ne reprenne pas le flambeau. Elle existe toujours bel et bien, cette maison à Rivalin. Vous le disiez, c'est une quinzaine de collaborateurs. Direction Quimper, dans vos ateliers de fabrication. Visite guidée en compagnie d'Evan. Regarde Enfanté, je crois que j'ai presque trouvé charentaise à mon pied. Bon, trêve de plaisanterie, Vincent, ce matin, on est à Quimper, dans un lieu que vous connaissez bien, puisque c'est ici que sont fabriquées vos charentaises. Et on va retrouver Julie, qui est là pour nous faire la visite. Bonjour Julie. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, on va faire une sorte de petit tutoriel express de comment on fait une charentaise. Alors, on va s'approcher de cette première étape et tu vas nous expliquer ce qui se passe. Eh bien, dans la première étape, on fabrique la semelle. On découpe la semelle. Alors, voilà, il y a 2 types de semelles. D'accord. On a différentes épaisseurs de semelles. Il y a les semelles en 3 chaînes, les plus fines, et les semelles en 5 chaînes. Ensuite, tu as 2 revêtements. Tu as un revêtement avec une couche de caoutchouc naturel qui peut te servir pour aller fumer la cigarette sur la terrasse quand c'est un petit peu mouillé, ou la semelle feutre qui est plus cocooning, plus glissade sur le parquet, mais très cocooning, voilà, très cosy. Mais on est content. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc là, vous coupez, c'est quoi cette machine? Stéphane coupe sur la presse, donc il dépose les emporte-pièces. Chaque pointure a son emporte-pièce. Oui, c'est ce qu'on voit là. Voilà, donc tu as les emporte-pièces. Bon, là, c'est un grand emporte-pièces pour des grands pieds. Oui, pas pour la taille bébé que j'avais tout à l'heure. Non, pas pour ceux-là, c'est pas les mêmes. On en fait 3 ou 4 dedans. Donc voilà, il dépose l'emporte-pièce sur la couche de feutre et en actionnant la presse, ça te découpe la semelle de ta charentaise. Ok, donc jusque-là, j'ai bien compris, on a nos semelles et alors hop, on les voit là, on va passer et on va aller voir les tiges un peu plus loin. Tu peux venir avec moi, Julie. C'est la 2e étape, là on donne vraiment vie à la charentaise. Exactement, là Marie-Claire est en train de couper les tiges, donc même système que pour les semelles, ça fonctionne avec les emporte-pièces, pressé sous la presse et ça te découpe les tiges que tu as ici. Voilà, donc c'est la matière en tissu. Tu as différentes matières pour différentes charentaises, des charentaises été ou des charentaises hiver. Charentaises été plus en coton, un peu plus fine, plus aérée, et les charentaises hiver pour avoir bien chaud aux petits pieds l'hiver. Ça peut être quoi comme matière exactement sur une charentaise? C'est toujours de la laine? C'est de la laine ou du coton. Ou du coton, mais en tout cas l'intérieur est toujours voilà, tu as chaud, tu as une couche de tissu, une couche de mousse et une couche de laine, donc le tout est contre-collé. Faumé, on dit ça dans le jargon de la charentaise. Ouais, donc il y a quand même 3 couches en fait sur les tiges. Il y a 3 couches sur les charentaises hiver, c'est ça. Et alors il y a un motif que j'ai vu, on va reculer un petit peu pour le montrer. Depuis tout à l'heure, celui-là je l'adore avec les petites étoiles. Et je me dis, vous êtes vraiment trop fort parce que vous arrivez à garder le côté traditionnel, on voit avec des petits carreaux, avec des motifs modernes. Comment vous faites pour choisir? Eh bien là, on prend des échantillons de tissu, Vincent les sélectionne et pour faire un petit peu vivre le site internet et le choix des différentes charentaises pour coller un plus grand nombre de personnes, que ce soit dans les motifs traditionnels, classiques ou les motifs un petit peu plus modernes ou plus fun. Bon alors justement, maintenant on va aller dans le bâtiment d'à côté pour voir comment sont assemblés tous ces éléments et comment prennent vie nos charentaises. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan, merci beaucoup. Vincent Rivalin, c'est combien de corps de métier qui gravitent pour confectionner une charentaise? Celle-ci. Alors, une paire de charentaises, il faut 7 étapes pour fabriquer une paire de charentaises. Et il faut 7 minutes. 7 minutes? Voilà. Top chrono. Donc c'est assez rapide, c'est pas très compliqué. C'est surtout la technique, il y a une technique très particulière qu'on appelle la technique du cousu retourné. C'est-à-dire que la charentaise, elle est fabriquée à l'envers. Il n'y a aucune trace de piqûre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un savoir-faire très compliqué à transmettre et avec des machines très anciennes. Et on est justement reconnu et labellisé pour cette technique du cousu retourné. Voilà. Et vous êtes déjà essayé à certains postes, vous, personnellement? Alors, ou pas? la couture, c'est pas trop mon truc. Mais le reste, voilà. Moi, je suis en tout début de chaîne. Moi, je coupe la matière première avec la presse à découper.
Donc c'est moi qui achète aussi tout ce qui est matière, donc tout ce qui est matière première. Donc du coup, voilà, moi je suis en tout début de ligne. D'accord. Bruno Quintin, vous, votre spécialité, si j'ai bien compris, ce sont les machines. À la base, oui. Ouais. Ces machines que l'on va voir peut-être à l'image, elles ont 70 ans. Tout à fait. C'est quoi leur particularité finalement ? Donc en fait, ce sont des machines, donc, comme vous comprenez là sur la photo, qu'on peut voir, spécifiques pour coudre donc la charentaise, ce qu'on appelle la tige, le dessus du chausson sur la semelle. Ok. Et donc ces machines-là, évidemment, ne se fabriquent plus depuis maintenant, on va dire fin des années 80. Et donc forcément, aujourd'hui, on en prend grand soin et la maintenance est très importante pour pérenniser la vie de l'entreprise, forcément. Et donc, aujourd'hui, avec les techniques qui sont à notre disposition, notamment l'impression 3D et les techniques d'usinage moderne, on arrive à refaire des pièces. Alors, pas à l'identique, parce qu'en même temps, le but aussi, c'est de les améliorer. Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus changer les pièces. Les pièces détachées, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, ouais. Sauf à trouver des anciennes machines. C'est arrivé déjà, avec Vincent, on en a trouvé. Et donc, on s'est empressé d'acheter. Mais malgré tout, oui, forcément, à un moment donné, on n'en aura plus. Et des gens comme vous qui savent manier ces machines-là, vous êtes de moins en moins nombreux ? Alors, tout à fait. Parce que, en fait, donc on ne l'apprend pas à l'école. Donc, moi, quand j'ai découvert ces machines-là, je sortais d'un bac technique. Et je me suis retrouvé première embauche dans une entreprise, une manufacture de charentaise. Et j'ai appris sur le terrain avec quelqu'un qui m'a transmis la connaissance de cette technique-là. Oui. Est-ce qu'elles tombent souvent en panne, ces machines Non. Non, c'est assez rare finalement. C'est assez fiable, oui. C'est assez fiable. Je dirais que dans ces années-là, on faisait du matériel costaud. Et robuste. Et ça nous a bien après, servi. quand elles sont en panne, elles sont capricieuses après un petit peu. Alors, quand la panne arrive, oui, ça peut devenir compliqué. Dès qu'il y a un problème, on crie dans l'atelier « Bruno, vous êtes où ?» Oui. Et pourquoi c'était important pour vous que Bruno soit là ? Quand on vous a demandé tout de suite qui vous vouliez avoir à vos côtés, vous avez dit spontanément... Alors déjà, il faut savoir que donc Bruno, il intervient sur toute la partie maintenance, mais il forme aussi les couturiers et couturières J'allais y venir dans un sur la machine. Donc c'est vraiment un double emploi. C'est hyper important. Bruno, on se connaît depuis 20 ans. Oui, 20 ans. Il devait être tout jeune alors, quand vous l'avez rencontré la première fois. Oui. Et moi, je débutais à l'entreprise et mon papa, à l'époque, avait un mécano qui était là. Et lui, il faisait aussi beaucoup de maintenance. Et justement, le mécano qui venait de Saint-Brieuc aussi réparer nos machines régulièrement, c'est la personne qui t'a formé. Tout à fait. Qui t'a formé, Bruno. Et quand cette personne a arrêté de venir s'occuper de la maintenance chez nous, Bruno a commencé à venir. Mon père t'avait appelé, il t'a contacté. Ponctuellement, tu es venu et tu as commencé à me former, moi, justement, sur la maintenance aussi des machines. Et puis, il y a une amitié qui s'est créée. Et c'est plus qu'un chef d'atelier aujourd'hui pour vous ? C'est un ami avant tout, un confident, voilà, quand j'ai besoin de vider mon sac, souvent, c'est Bruno qui prend. C'est Bruno qui prend. Quand j'ai passé un mauvais week-end, le lundi matin, c'est Bruno qui ramasse. Il dit « Oh merde !» Mais non, c'est plus que ça. Ouais, c'est avant tout une aventure humaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai lu dans la presse aussi que pour vous, c'était un nouveau projet de vie. Tout à fait. De vous investir dans cette maison. Pourquoi ? Alors donc, avant de rejoindre Vincent, moi j'appartenais à un grand groupe, donc, qui n'a rien à voir avec l'entreprise d'aujourd'hui, artisanale, 15 personnes. Donc ça me tenait à cœur déjà parce que c'était donc mon premier métier. Et puis, dans le cadre de mon parcours professionnel, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de formations, en maintenance mais pas que, aussi en termes de management, de production. Et en fin de carrière, je me suis dit, ce serait bien de pouvoir mettre en place ces idées. Et donc, on en a discuté avec Vincent. Et puis, on a décidé d'appliquer la philosophie, un petit peu, les valeurs que l'on partageait. Quand Vincent a repris l'entreprise de ses parents, de partager cette collaboration. Autre casquette dont parlait tout à l'heure Vincent Rivalin, c'est que vous êtes aussi formateur. Comment on forme à ces métiers-là aujourd'hui ?
Alors, Parce qu'il n'y a pas d'école. Non, il n'y a pas d'école. Donc c'est de la formation prépare. interne, ça c'est certain. Donc on prend des gens sur 6 mois, 1 an. Et puis là... Il n'y a pas vraiment de profil type. Non, pas vraiment. Parce qu'une personne il existe encore quelques écoles de couture, notamment en Bretagne, près de Quimper. On a essayé de prendre des couturières avec un peu d'expérience sur des machines à coudre industrielles un peu lambda. Elles n'arrivent pas à coudre sur nos machines. C'est vraiment une formation. Il y a une dextérité qu'on apprend sur le tas, sur le terrain. Tout à fait. C'est la dextérité de la personne qui fait que ça va pouvoir me matcher. Quoi. Et c'est quoi le profil de vos derniers recrutements, par exemple ? La dernière personne qu'on a embauchée, Stéphane, il était à Paris, il était éboueur à Paris pendant 15 ans. Et il est venu s'installer à Quimper, il cherchait du boulot, il est venu frapper la porte chez nous. Il a essayé, aujourd'hui il monte des charentaises. Voilà. Donc, alors qu'il a été éboueur pendant 15 ans à Paris, donc il n'y a pas du tout de profil. Je pense que les gens tombent, entre guillemets, un petit peu amoureux du produit et de la façon de travailler. C'est plus un feeling plus qu'une formation pure. Quoi. Et beaucoup de gens qui veulent revenir peut-être aussi à des métiers manuels, qui avaient d'autres vies qui n'avaient rien à voir et qui sont peut-être dans une quête de sens. Ça, c'est des profils qui arrivent souvent. Qui arrivent aussi. Oui, aussi, tout à fait. Notamment avec le Covid, il y a eu beaucoup de gens qui veulent complètement changer d'activité ou qui en ont justement eu, peut-être ça leur a fait soit ouvrir les yeux sur leur activité et on a beaucoup de demandes de gens qui veulent revenir à l'essentiel, à quelque chose de manuel. Mais c'est pas toujours évident de recruter. C'est vrai que la Bretagne a un emploi assez fort et en termes de taux de chômage, mais on a du mal à garder. C'est pas simple. Et pourtant, on coche pas mal de cases, mais c'est compliqué aujourd'hui, notamment la filière du sabot. Ça fait 97 ans qu'on existe quand même, et on continue toujours à en fabriquer. Il y a une demande, mais aujourd'hui, les gens ne restent plus dans les entreprises comme avant, font plus toute leur carrière pendant 30, 40 ans. Donc, comme c'est difficile de trouver justement ces personnes-là, il faut trouver les dénicher justement. Ils ne sortent pas des écoles. Donc, il faut tomber sur la bonne personne qui va tomber amoureux quelque part du produit et qu'on va lancer, former. Et vous avez au moins trouvé 15, puisqu'ils sont dans les locaux mais on aimerait encore en avoir encore plus. Donc, on y retourne justement, c'est là que nous attend Evan, accompagné de toutes vos équipes. La vraie question que tout le monde se pose, Julie, c'est est-ce que quand on travaille ici, on a des charentaises à la maison ? Oui. Ah oui. Depuis toujours en plus. Donc tu as bien trouvé l'entreprise parfaite pour travailler. J'étais chaussée en Rivalin avant de travailler chez Rivalin et sans le savoir. Ah la classe. En plus Vincent l'entend, donc ça c'est super. Alors on continue notre découverte de votre savoir-faire. On a toujours, si je l'avais bien compris, la tige et la semelle. Voilà. Et ensuite on va aller voir comment ces deux éléments sont assemblés. On va les assembler. Alors ça se passe sur cette première machine. Voilà, la première machine, c'est la piqueuse plate qui assemble la tige sur le talon, en fait. Donc là, d'une simple couture, elle assemble les deux parties. Et alors, on voit, d'accord, Ah oui, c'est une couture invisible, en fait. C'est une couture sur l'envers. Ah bah oui, donc très bien, d'accord. Donc voilà. Là, c'est la piqueuse plate. Ensuite, on passe à l'étape d'après. On va poser la baguette. La baguette qui sert à cacher, en fait, cette couture qui peut être... inconfortable et disgracieuse, donc ça fait vraiment un produit bien fini. Et donc toujours avec la petite touche Made in France. Exactement. Toutes les couturières qu'on voit ici sont polyvalentes, peuvent passer d'une étape à l'autre ? Oui, au fur et à mesure de leur formation, elles passent d'une étape à l'autre, donc ça demande quand même quasi 3 ans de formation en interne pour être polyvalente sur toutes les machines. Donc ça demande beaucoup de travail. Et c'est facile de trouver des nouvelles personnes à Quimper ? Non. Les couturières sont une denrée rare, évidemment. Ouais. Les filles ne seront pas contre mon avis, je pense. Voilà, comme ça, tout le monde le sait. Alors, donc ensuite, on passe à la dernière étape de cette partie-là pour l'instant. Voilà, on pose la bordure. Alors, la bordure, c'est quoi, en fait ? C'est un... Ah oui, c'est le tissu rouge qu'on voit là. Voilà, qui finit vraiment le chausson. Mais elle va tout à l'heure. Ça demande beaucoup de dextérité. Ah oui ? Ouais. Et vous en faites combien par jour de charentaises ? On peut faire 400 paires de charentaises par jour. Voilà. Ah ouais, donc 400 paires, ça fait faire 800 exemplaires. Et ça, vous en envoyez un peu partout en France ? Un peu partout en France, voire même dans le monde. Parce qu'on vend beaucoup sur notre site internet. On vend à des revendeurs professionnels, à des grossistes en fait.
On peut expédier au Canada, on peut expédier au Japon parfois. Ah ouais. Ça fait un petit air exotique. Et on travaille avec beaucoup de grandes surfaces. En Bretagne. En Bretagne. Principalement en Bretagne quand même, oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils pensent de la charentaise, les étrangers? Pour eux, pourquoi est-ce qu'ils viennent ils vous contactent pour ça? Le confort de la charentaise, Ouais. évidemment. Le petit côté français. Vous êtes nombreux à fabriquer de la charentaise en France? Non, on est 3 en France. Il nous reste que 3 fabricants. Et en Bretagne, vous êtes les seuls? Oui. À la Et classe. oui, unique. Unique, évidemment, puisque vous êtes breton. Alors, tout à l'heure, dans quelques instants, on va vous montrer Marie-Claire qui se tient dans les starting blocks pour nous montrer la suite de cette fabrication de la charentaise avec une machine qui date de longtemps. Il y a combien, Marie-Claire? 40 Des années 60. Donc, on vous montre tout ça dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Dans cette crise mondiale du Covid qui n'en finit pas, malheureusement, Rivalin a réalisé en 2020 son meilleur chiffre d'affaires. Expliquez-nous comment c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui pâliraient d'envie. Il faut croire que les gens, étant confinés, beaucoup de télétravail aussi à la maison, ils ont usé leur canapé, leur survêtement, leur pyjama et leur charentaise. Donc du coup, on a vu nos ventes exploser, notamment sur la partie e-commerce. Les gens ont beaucoup consommé, c'est vrai, beaucoup acheté sur Internet. Et c'était un produit, je pense, qui reflétait beaucoup le cocooning à la maison. Voilà, donc on a fait réaliser notre meilleur chiffre d'affaires depuis la création de la société. Donc le Covid a été plutôt bon pour nous. Eric Perron, le cocooning, ça rime avec... Moi, j'ai des charentaises aussi. Des charentaises aussi. J'en ai tous les jours au pied, j'adore ça. C'est marrant parce que justement, pendant le Covid, je connaissais pas encore, pendant le confinement, je connaissais pas encore Vincent. Ouais. Et je me dis, mais il faut vraiment que je me trouve des bonnes charentaises. Et il se trouve que j'ai rencontré Vincent après, dans le cadre de French Touch Design Club. Et puis je me dis, non mais en fait, j'en veux pour moi, mais après j'ai un autre truc à te proposer. Et justement, est-ce que la tendance, elle se confirme pour 2022? Ça continue Ça continue, ouais. Ça reste un produit. Aujourd'hui, toutes les marques se l'arrachent un peu, veulent avoir dans leur catalogue leur paire de charentaises. C'est un accessoire aujourd'hui pour de nombreuses marques avec qui on peut collaborer et travailler. Et on a encore des belles années. Et je ne sais pas si vous regardez aussi la mode féminine, les sabots aussi font leur grand retour. Tout à fait. Alors les sabots, ça revient, c'est toujours un peu cyclique. Ouais. C'est quoi votre regard là-dessus? Vous vous dites quoi quand vous voyez ça? C'est tant mieux, c'est chouette. Depuis les années 70 avec les pattes def et les sabots, et aujourd'hui, alors nous, on est plus sur du sabot un peu plus de type de jardin un peu, mais c'est vrai que ça revient à la mode toujours. Il y a des cycles tous les 3-4 ans, tous les 5 ans. Le sabot revient. C'est indémodable. Alors vous parliez l'histoire de votre rencontre, hein, vous l'avez d'abord approché pour avoir des charentaises. C'est quoi l'histoire? Pourquoi vous êtes allé voir Vincent Rivalin à un moment donné, vous en tant que skipper, pour vous dire tiens, j'aimerais bien qu'il fasse partie de mon club dont vous allez nous expliquer les enjeux tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous a touché peut-être dans cette maison? En fait, c'est d'abord qu'il cochait toutes les cases de l'entreprise qui a sa place dans French Touch Design Club, c'est-à-dire une entreprise française, bretonne, locale, avec un savoir-faire à défendre. Donc voilà, c'était assez simple en fait. Et d'ailleurs, notre discussion dans son bureau a passé le quart d'heure et puis on s'était mis d'accord. Puis après, on en a discuté pendant des heures parce qu'évidemment, il aime bien parler. Oui, mais non, évidemment, c'est un des fleurons de notre pays. Et c'est pour ça que je me suis rapproché de lui, effectivement. Alors, il se trouve que sa compagne me soigne, puisque c'est mon ostéo. Okay. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai découvert que ce Vincent était approchable. Voilà. D'accord. Vous avez un attrait particulier pour le monde de la mer, des marins, des navigateurs, vous? Maintenant, oui, plus. Mais à la base... pas plus que ça. Ouais. Non, j'étais pas.
J'ai Sans jamais fait plus, quoi. Non, sans plus. Voilà. Alors c'est quoi l'idée de ce club finalement? Parce que comme tout marin, vous devez aller chercher des sponsors. En plus, vous partez pour la route du Rhum en Très novembre bientôt. prochain. Ouais. Et vous avez eu l'idée, non pas d'aller chercher un à un des chefs d'entreprise, mais de créer une sorte de club où ils pourront aussi se rencontrer. Voilà, c'est ça. C'est exactement. En fait, au tout début de mon activité de skipper, effectivement, j'ai toujours eu des chefs d'entreprise qui me suivaient, mais en fait, l'idée c'était de se réunir autour d'une seule bannière pour dire vous voulez pas forcément communiquer sur votre société, mais plutôt sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est là qu'est nous est venue l'idée en fait là. On a regardé qui était avec nous et attends, vous avez tous du savoir-faire. Il faut qu'on communique sur le savoir-faire français. C'est ça l'idée, c'est ça et le savoir-faire, savoir bien faire français. Et donc, de fil en aiguille, on a monté le club et surtout des animations autour de ce club. C'est-à-dire que ce qui nous tient à cœur, c'est que les chefs d'entreprise se rencontrent et qu'on les fasse asseoir autour d'une table et justement leurs problématiques de recrutement, de formation viennent alimenter ces discussions, puisque souvent ils sont voisins. Oui, mais ils ne parlent pas forcément. Ouais. Donc nous, on est super fiers quand des collaborations se font grâce à nous, parce qu'on les a mis en relation, mais surtout quand on échange, on échange avec eux, on règle des problématiques, que ce soit de mon côté, grâce à eux, ou à l'inverse, en fait, les compétences qu'on acquiert avec la voile, en fait, soient transposables au monde de l'entreprise. Et voilà, ça marche dans les deux sens. Et vous trouvez que c'est le cas aujourd'hui, Vincent Rivalin? Oui. Ça a été le cas pour vous? Vous avez fait des rencontres peut-être improbables, inattendues? Non, déjà, et puis des rencontres humaines, quoi. Eric le disait tout à l'heure aussi que c'est un dirigeant d'entreprise ou diriger son bateau, quelque part, il y a des choses qui sont communes à ça et des problématiques que tu peux rencontrer et qu'on peut rencontrer. Et quelque part, tu es artisan aussi sur ton bateau. Donc, on a des valeurs communes et des belles rencontres avec les différents chefs d'entreprise qui, eux aussi, comme tu disais, des fois, on regarde un petit peu, on a un petit peu les œillères et on est fixé et on connaît les autres entreprises avec des savoirs aussi un peu différents, mais on a tous les mêmes problèmes. Donc le fait de se retrouver autour et de discuter autour de cette famille qui est la Friend Touch Ocean Club, on joint l'utile aussi à l'agréable et en ayant Eric justement comme en ligne de mire qui tire ce bateau aussi. Tout ça, c'est imagé, mais c'est un peu ça. Et c'est ça qui m'a plu dans cette histoire. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre dans les ateliers pour voir comment ça fonctionnait? Justement... Bruno s'en souvient, je crois. Il y a une vidéo qui témoigne de l'instant. Alors justement, pour montrer au grand public quels sont les savoir-faire de nos adhérents, on a créé une petite vidéo qui montre les coulisses de comment on fait sans dévoiler tous les secrets, évidemment. Comment faire de beaux chaussons. Mais on est allé voir l'entreprise de Cotten, on est allé voir d'autres entreprises adhérentes. Mais moi, ça me passionne. En fait, je crois que je suis passionné comme eux. Je dirais que ces chefs d'entreprise sont des athlètes de haut niveau, mais de leur métier. De leur métier. Et donc, on a les mêmes problématiques, en fait. C'est-à-dire qu'on gère tous les petits paramètres un par un, et puis quand on a un déficit, on va chercher des compétences ailleurs, et on essaye de relever, comme moi, sportif. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une entreprise que de se lancer dans une course. Mais c'est exactement pareil, et en fait, c'est pour ça que ça matche assez vite entre nous, parce qu'on a les mêmes problématiques, on a la même passion, le même engouement, le même désir de bien faire. Donc c'est hyper enrichissant. Et puis moi, j'apprends tous les jours avec eux et ça m'épanouit. Et justement, qu'est-ce que vous avez appris du milieu de la voile depuis ces mois les termes, c'était un peu l'inconnu pour moi tout ça. Donc on a eu la chance de pouvoir aller sur le bateau et de naviguer un peu sur
sur le bateau et on va pouvoir en profiter encore. Mais on a hâte. Mais non, c'est un monde. Des fois, on se fait un monde justement de ces soi-disant vieux loups de mer qui sont sur leur bateau un peu. Ils ont l'air plutôt sympathiques et ouverts, comme on peut le constater. Complètement. C'est très. En tout cas, c'est le cas d'Éric. C'est très ouvert et justement, il y a un échange qui se crée parce qu'on sait très bien que les skippers aussi ont besoin à un moment ou à un autre aussi de sponsors et puis nous voilà, donc il n'y a pas que ça, quoi. C'est pas que on met le nom sur quelque chose. C'est pas donnant, c'est aussi une relation humaine. Complètement. J'imagine que vous êtes aussi en pleine préparation de cette route du Rhum qui arrive à grands pas. Les prochains mois vont être intenses. Ouais, ça commence. Là, j'ai une petite semaine de pause. Mais dès la semaine prochaine, ça remplit sur des entraînements. Alors, on part à Bonifacio pour la première épreuve du Pro Sailing Tour. Et puis, jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au mois d'octobre, on sera sans arrêt en train de s'entraîner, effectivement, pour être prêt le jour J, le 6 novembre, départ de Saint-Malo. On sera au rendez-vous. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté de Quimper, suite et fin de la visite guidée des vannes dans vos ateliers. Alors je vous l'avais promis, maintenant on va voir Marie-Claire qui est en train d'assembler la charentaise, assembler la tige avec la semelle. Alors Marie-Claire, expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire. Je suis en train de monter un chausson, c'est-à-dire j'assemble la semelle avec le dessus du chausson. Et alors là on voit le fil, il est hyper épais. Oui. Et l'aiguille, elle est grosse aussi? Oui, très grosse. Je vais vous montrer. Voilà. Hop là. En fait, c'est pas une aiguille, c'est un hameçon de pêche. Ça ressemble à un hameçon, tout à fait. Et ça, comment vous avez appris à vous en servir? C'est pas des machines qui courent les rues quand même? Non, j'ai appris dans l'entreprise, on m'a formé et puis voilà. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors vous travaillez pas sur cette machine depuis toujours, mais... Pratiquement. Ah oui? Bientôt. Je veux dire, vous faites pas ça toute la journée? Si, je fais ça toute la journée. Ah, je croyais que vous étiez polyvalente. Oui, et pas moi. Moi, je suis... Ah, vous êtes la grande experte en fait de cette étape-là. Tout à fait. Oh la classe, trop bien. Eh ben merci, je vous laisse continuer. Je crois qu'il faut que j'emmène un chausson. C'est celui-là, il est fini? Oui. Bon. Et ben allez, on continue. Et donc l'étape suivante, on retrouve Julie et vous. Bonjour. Alors Julie, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, on va poser la douillette ou la première de propreté. Donc, ma collègue pose la douillette, va la passer dans la machine pour assembler la douillette à la charentaise. Et pourquoi ça s'appelle une douillette de propreté? Parce que ça peut se laver? Alors tout le chausson peut se laver, sinon c'est un petit peu pas très propre. On ne découpe pas la douillette pour la laver, hein. On met le chausson carrément dans la machine en entier, un lavage à froid, 30 degrés maximum. On le laisse bien sécher et on est reparti. Du coup, ça c'est pour pouvoir ne pas avoir le pied sur le feutre en fait. Exactement. Ça a l'air trop doux, je peux toucher? C'est trop doux, c'est vrai? Trop bien, j'adore. Sinon, c'est pas confortable pour les petits petons. Alors, ok, merci beaucoup. On va aller à l'étape d'après. Alors là, parce que vous teniez à nous montrer une charentaise un peu particulière. Oui. Alors, on fait un partenariat avec la French Touch de Éric Perron. Donc, on brode sur la charentaise, en fait, le logo de la French Touch. Donc ça apporte une petite touche un petit peu classe carrément. À la charentaise. Et donc la machine, là, elle fait le design toute seule avec les bobines de fil qu'on voit sur le dessus. Exactement. C'est la classe, c'est ça. Trop bien. Et ça met magique. combien de temps pour le faire? Ça met un quart d'heure. Ah oui, c'est assez long quand même, okay. mais bon, c'est très travaillé aussi. Donc voilà. Et alors, l'étape d'après? L'étape d'après, on retourne le chausson puisqu'il est cousu donc à l'envers. Donc il faut le retourner. Alors pour ça, ça se passe de l'autre côté, voilà. Dans la salle où on était tout à l'heure. C'est ça qui est bien, c'est que c'est hyper typique cet endroit. Pourquoi, avant d'aller plus loin, pourquoi est-ce que tu aimes travailler ici, toi, Julie? C'est une petite entreprise familiale, donc c'est vrai que j'aime l'ambiance qu'il y a, j'aime le produit qu'on fabrique. C'est vrai que la charentaise est un super beau produit, donc c'est vrai que je suis à la fois bien et à la fois fière de bosser ici. Ça se sent et ça s'entend en tout cas. Merci. Alors on va retourner, donc on va voir la chèvre, si j'ai bien compris. Voilà, donc j'ai oublié le chausson qu'on vient de coudre de l'autre côté. Ah oui, c'est... Ah ben non, tu es formidable. Merci Patricia. Voilà pourquoi j'aime bosser ici, les collègues sont sympas. Hein. Vous êtes formidable, Patricia. Et donc c'est ça la chèvre? Ça c'est la chèvre, c'est pour retourner notre chausson qui a été cousu à l'envers. Mais pour le porter, c'est pas super pratique, donc on va le mettre à l'endroit. Oui. Et donc on le positionne sur la chèvre, on la met en place, hop, je vais tendre un petit peu, et on le retourne. Tout simplement, mais et bon voilà. quand même. D'accord, et ensuite on l'expédie, c'est ici d'où partent tous vos colis. C'est ça, et donc c'est Katia qui s'occupe de tout ça. Je vais te piquer ta boîte, Katia.
Et comme ça, on aura vu tout le processus. Voilà, nos chaussons sont emballés dans les boîtes Rivalin et expédiés à nos clients qui ont passé commande sur notre site ou nos grossistes. Ou à vos clients. Voilà. Et ben, ça donne envie de rentrer à la maison, de se mettre bien au chaud dans ces charentaises, tout ça. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Merci. Tu aurais bien raison. Merci à toi. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Evan. À demain. Vincent Rivalin, vous faites donc partie aujourd'hui des 3 derniers fabricants de charentaises en France. Là où on pourrait se dire il peut y avoir potentiellement une compétition féroce entre vous, vous, au contraire, vous avez décidé de vous serrer les coudes. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Oui, on est des confrères. On a tous les mêmes problématiques aussi de formation, de recrutement, d'outillage, comme le disait Bruno tout à l'heure. Ouais. Donc au lieu de se faire la guéguerre entre nous et de se retrouver les derniers fabricants de charentaises en France, justement, retrouvons-nous autour d'une table et qu'est-ce qu'on a comme problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Il y a une entreprise importante qui a déposé malheureusement le bilan il y a quelques temps. Et de façon intelligente, on s'est mis à 3 pour racheter l'actif de cette entreprise. Et justement, voilà, pour éviter que ce savoir-faire français parte à l'étranger. Et donc on voulait que ça reste en France et la fabrication de charentaises restera en France. Donc, voilà. Et justement, pour notre cas aujourd'hui, c'est quoi les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, tous les deux, que ce soit aussi bien dans la formation que le recrutement ? On n'arrive clairement pas assez à recruter aujourd'hui ? Clairement, ouais. C'est extrêmement difficile. Nous, dans ce métier-là, en fait, les filles, enfin, ou les hommes d'ailleurs, sont très polyvalents. En fait, le but, c'est qu'on soit capable de faire la charentaise de la première étape à la dernière. Et donc, forcément, comme on expliquait tout à l'heure, il n'y a pas d'école. Et donc, on apprend ça sur le terrain. C'est long, hein, une formation d'une personne, c'est 6 mois quand ça se passe très très bien. Ça peut aller jusqu'à un an, voire plus. Donc, oui, la dextérité est primordiale et c'est pas évident de trouver ces profils-là. Est-ce que ce sont des choses qui vous font peur ? De vous dire un jour, est-ce que vous allez devoir faire attention parce que je prends l'exemple de Bruno. C'est-à-dire que Bruno restera toujours un confident, quelqu'un sur qui je pourrais, une épaule sur laquelle je pourrais me reposer. Mais il y a un moment, il va quitter l'atelier aussi. On n'a pas pour l'instant formé encore son remplaçant. Au niveau de la maintenance et de la formation, Marie-Claire, qui a 42 ans de métier, qui est la couturière, la doyenne de l'entreprise, on ne l'a pas remplacée non plus. Donc oui, quelque part, même si l'activité se porte très bien, même si tout va bien... Vous pensez à la suite. Ouais, c'est compliqué. Le côté pérenne n'est pas assuré à 100%. Est-ce que vous pensez déjà à la 5e génération qui pourrait reprendre la suite ? Est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que... On verra. Oui, ils feront ce qu'ils veulent, mais je serais très fier d'avoir une 5e génération et je pense que mon arrière-grand-père qu'on a vu tout à l'heure en photo, je pense qu'il serait fier aussi. Et mon père, mon grand-père, maintenant, il fera ce qu'il veut, mais s'il veut faire partie de la famille des... Et il pense quoi du métier de papa ? Il trouve ça Ils adorent. Il me dit, papa, je veux, surtout mon grand, il me dit, je veux faire comme toi. Je me dis, mais tu feras comme tu veux, on verra. C'est un bon début déjà. Merci beaucoup Vincent Rivalin d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux pour votre participation. C'est l'heure de la petite photo de fin de l'émission. C'est un petit peu la tradition ici, donc vous êtes formidables. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre. Alors, petite photo. Donc la photo, I never seen anybody do the things you do before.